Nous étions au campement dans le jardin, pour le 9e anniversaire de mon fils. Mon frère est passé devant son nouveau drone à 500 €, a marché dessus jusqu'à ce que l'aile se brise, et a dit « Oups ». Les garçons pauvres n'ont pas besoin de jouets volants. Mon fils est resté là, sans bouger, à fixer les hélices cassées. J'ai ramassé l'ensemble de cannes à pêche à 2800 € de mon frère, et je l'ai jeté dans le feu de camp. Oups. Les hommes adultes n'ont pas besoin de jouets de pêche. L'hélice tournait encore, lorsqu'elle a cédé. Pas le rotor principal, mais celui arrière gauche. Finn venait de poser le drone sur l'herbe, juste à côté du cercle du feu de camp. La batterie était retirée. La manette était soigneusement pliée sur la table de pique-nique, exactement comme je le lui avais montré. Il faisait attention, de cette manière dont les enfants de 9 ans prennent soin des choses qu'ils n'arrivent pas à croire posséder. Il n'arrêtait pas de toucher la coque en fibre de carbone, avec seulement 2 doigts, comme s'il avait peur qu'appuyer plus fort ne la fasse disparaître. Nous planifions ce campement depuis des semaines. Chaque année, depuis que Finn a eu 5 ans, nous installons une tente dans le jardin. Nous allumons un feu, nous faisons griller des guimauves, et nous veillons tard pour observer les satellites. C'est sa tradition préférée. Cette année, le drone en était la pièce maîtresse. Il en demandait un depuis le mois de janvier, et, chaque fois qu'il abordait le sujet, ses yeux devenaient grands et sérieux, comme s'il réclamait une chose qu'il savait inaccessible. 1500 €. C'est ce qu'il m'a coûté. 4 mois d'économie sur des travaux d'arpentage le week-end, ce que j'accepte pour de petits entrepreneurs, qui ont besoin d'images aériennes de leur terrain avant de commencer les fondations. Des missions à 40 €, à 60 €. Le genre de billet que mon frère, Slad, ne se baisserait même pas pour ramasser sur le trottoir. 4 mois de ces petits boulots, entassés dans une enveloppe d'épargne dans ma boîte à gants, puis comptés en espèces au comptoir du magasin de modélisme. Le vendeur a regardé la pile de billets de 20 et de 10, et a dit « Anniversaire ?» J'ai répondu « Anniversaire ». Et il l'a mis dans une boîte, avec un beau nœud. Finn l'avait fait voler 2 fois cet après-midi-là, à chaque fois pendant moins de 4 minutes. Adli, ma femme, a filmé le 2e vol avec son téléphone. Le visage de Finn, sur cette vidéo, est le genre d'expression dont on fait une capture d'écran pour la conserver. La conviction pure, et sans défense, que le monde vous laissera garder les choses que vous aimez. Puis, Slad est arrivé. Il n'était pas invité. Ce campement était pour Finn, Adli et moi. Mais Slad a débarqué de la manière dont il débarque toujours, sans prévenir, portant une chaise pliante et un pack de 6 bières, comme si chaque espace dans ce monde avait été construit pour qu'il y entre. Karen, sa femme, le suivait avec un paquet de chips qu'elle n'a jamais ouvert. Slad a traversé le jardin. Il a vu le drone sur la pelouse. Il s'est arrêté. Il l'a regardé de la même façon qu'il regarde tout ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Comme si l'objet le gênait, comme si son existence était une anomalie qu'il se devait de corriger. Ensuite, il a marché dessus. Ce n'était pas un accident, ni un faux pas. Il a planté sa botte au centre de la structure, et il a appuyé de tout son poids, jusqu'à ce que les bras cèdent et que la fibre de carbone se fissure. L'hélice arrière gauche s'est brisée net. Celle à l'avant droit s'est pliée à un angle de 45 degrés. Le boîtier du stabilisateur s'est fracturé, et l'objectif de la caméra s'est détaché, pour rouler dans l'herbe. Slad a regardé Finn. Finn se tenait à 1 mètre de là. Ses bras pendaient le long de son corps. Sa bouche était ouverte, mais aucun son n'en sortait. Il n'a pas levé les yeux vers Slad. Il fixait les hélices dans l'herbe. 2 morceaux de plastique blanc, contrastant sur le vert de la pelouse. L'une était fissurée en son centre. L'autre présentait une cassure nette au niveau du moyeu. Oups. Slad a haussé les épaules. Il a pris une gorgée de sa bière. Les garçons pauvres n'ont pas besoin de jouets volants. Finn n'a pas pleuré. C'est cette réaction précise qui a brisé quelque chose en moi. Un enfant de 9 ans, qui a déjà appris que pleurer devant son oncle ne sert à rien. Un petit garçon qui a déjà intériorisé la règle familiale, celle qui dit que la cruauté de Slad est comme la météo, et non un choix, et qu'il faut simplement subir l'averse jusqu'à ce qu'elle passe. Il est resté là à fixer les morceaux cassés, tandis que ses mains se serraient en poing le long de son corps, sans plus bouger. Adli a attrapé l'épaule de Finn, et l'a tiré vers la maison. Elle n'a pas regardé Slad. Elle ne m'a pas regardé non plus. Elle savait ce que j'étais sur le point de faire.
Elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas m'en empêcher, et que m'en empêcher aurait été une erreur. La canne à pêche de Slade était appuyée contre la clôture. Un ensemble de lancers personnalisés, en fibre de carbone, avec des poignées en liège, et un porte-moulinet gravé. Il la portait à chaque réunion de famille, comme s'il s'agissait d'une pièce de musée. 2800 €. Il mentionnait le prix chaque fois que quelqu'un la regardait, et parfois même quand personne n'y prêtait attention. Karen avait un jour confié à Adli que Slade l'avait assuré séparément, en dehors de leur assurance habitation. Je l'ai ramassé, avec ces deux éléments, la tige fléchissant dans ma main, aussi légère qu'un crayon. J'ai marché jusqu'au foyer, là où les bûches du feu de camp brûlaient encore, diffusant une faible lueur orange. Slade était en plein milieu d'un rire, disant quelque chose à Karen sur le fait que le drone était de toute façon un gaspillage d'argent, et qu'un gamin de l'âge de Finn devrait plutôt lancer un ballon de football. J'ai posé la canne en travers des braises. La poignée en liège s'est enflammée la première, puis la fibre de carbone a commencé à se déformer. Un mince filet de fumée s'est élevé, suivi d'un claquement sec, lorsque le boîtier du moulinet s'est fendu sous l'effet de la chaleur. Le fil a fondu, et a goûté à travers la grille. Le porte-moulinet gravé a noirci. Le rire de Slade s'est arrêté. Oups. Je n'ai pas élevé la voix. Les hommes adultes n'ont pas besoin de jouets de pêche. Pendant 3 secondes, personne n'a bougé. Karen a porté sa main à sa bouche. La condensation de la bière de Slade a coulé sous sa poigne. Son visage est passé de la confusion, à une expression que je n'avais vue que 2 fois auparavant dans ma vie. Les 2 fois, c'était la nuit où notre père est mort. Quand Slade a réalisé qu'il ne pouvait pas contrôler ce qui se passait, il a fait un pas vers moi. Adli est ressorti, et s'est positionné entre le feu de camp et la porte arrière. Loretta, notre mère, est arrivée par le côté de la maison, portant une assiette de hot-dog que personne ne lui avait demandé d'apporter. Elle a vu la canne brûler, et a laissé tomber son assiette sur les dalles de la terrasse. 3 hot-dogs ont roulé, pour atterrir dans l'herbe, juste à côté des hélices brisées. Beckett, qu'est-ce que tu as fait? Demande d'abord à Slade ce qu'il a fait. Loretta a regardé le drone. Elle a regardé le feu. Elle a regardé Slade. Puis, elle s'est éclaircie la gorge, et elle a prononcé la phrase qui m'a indiqué exactement où je me situais dans cette famille. Une phrase qui avait été vraie toute ma vie, mais qui n'avait jamais été dite à voix haute, avec autant de clarté. Ce drone était un jouet, Beckett. La canne de ton frère était un investissement. Les 1500 € que j'avais économisés, euro par euro, pour l'anniversaire de mon fils, étaient un jouet. Les 2800 € que Slade avait dépensés, en un seul après-midi dans un magasin de sport, étaient un investissement. Cette drôle d'arithmétique fonctionnait dans ma famille depuis 34 ans. C'est juste que je n'avais jamais entendu quelqu'un l'énoncer à voix haute, tout en me tenant dans un jardin, avec de la fumée s'échappant des braises, et 3 hot-dogs gisant dans l'herbe. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans les Le Coin Reddit. Voici le récit de la façon dont mon frère a détruit bien plus qu'un drone, et comment j'ai utilisé la profession même dont il se moquait, pour démolir tout ce qu'il avait construit. Slade a 5 ans de plus que moi. En grandissant, il était celui qui prenait toute la place dans une pièce. Bruyant, sûr de lui, il essayait toujours de vendre quelque chose, même à 12 ans. Et ce qu'il vendait à l'époque, c'était une excuse pour justifier son échec à un examen. Notre père, Murray, était son exact opposé. Calme, précis, méthodique, Murray Stanton a passé 41 ans comme géomètre expert pour le comté. Il mesurait les limites de propriété, vérifiait les frontières, et déposait des plans cadastraux au bureau du greffe. Il gagnait 52 000 € par an à son apogée, et il ne s'est jamais excusé une seule fois pour la modestie de ce chiffre. Murray m'a offert une boussole d'arpenteur en laiton, pour mon 16e anniversaire. Elle appartenait à son propre père avant cela. Lester Stanton l'avait utilisée pour relever des lots forestiers au début des années 60, à l'époque où la moitié du travail se faisait encore avec une chaîne, une boussole, et un carnet. Le laiton était cabossé sur un côté, et le verre était rayé par 40 ans de transport, dans des poches de manteau et des cabines de camions. Pourtant, l'aiguille trouvait toujours le nord, avec une précision d'1/4 de degré. Murray l'a placé dans ma main, et m'a dit, dans ce métier, tout commence par savoir exactement où se trouve la ligne. Je suis devenu géomètre. Pas un employé du comté comme Murray, je me suis mis à mon compte. J'ai fondé Stanton Land Service, une entreprise individuelle de levées topographiques aériens.
drones commerciaux, cartographie, vérification des limites, documentation de l'avancement des chantiers pour les entrepreneurs et les municipalités. Mon chiffre d'affaires brut annuel était de 88 000 euros. Mon camion était remboursé. Mon équipement était à la pointe. Mes clients payaient à temps, car mes mesures étaient précises, et mes rapports étaient impeccables. Slad, lui, est devenu promoteur immobilier. Stanton Premier Property. Il achetait des terrains, les divisait, construisait des maisons, puis les vendait au-dessus du prix du marché, à des gens qui croyaient ce qui était écrit sur les brochures. Son pick-up lui avait coûté 78 000 euros. Sa femme, Karen, portait des bijoux même pour aller faire les courses. Ses cartes de visite avaient des bords dorés à la feuille, et arboraient le slogan « Construire des avenirs, une maison à la fois ». Lorsque Murray est décédé, il y a 3 ans, Slad s'est présenté aux funérailles dans un costume flambant neuf, et il est parti avant la fin de la réception. Il a serré la main de personnes qu'il ne connaissait même pas, et a distribué ses cartes de visite dans l'église. 2 semaines plus tard, il a revendu le matériel d'arpentage de Murray, sans en parler à personne. La station Total, la station de base GPS, le jeu de trépied, les jalons, l'ordinateur de terrain. Il a tout mis en ligne sur un site de revente, et a empoché 4 200 euros. Je l'ai découvert parce que Palmer Vickers m'a appelé. Palmer avait été le collègue de Murray pendant 26 ans, au bureau des géomètres du comté. Aujourd'hui à la retraite, âgé de 68 ans, il vivait d'une pension et de son potager. Il a vu l'annonce sur Internet. Il a reconnu les numéros de série, parce qu'il avait travaillé à côté de cette station Total pendant plus d'une décennie. Beck, le T06 de ton père est mis en vente. Est-ce que tu es au courant de ça? Ce n'était absolument pas quelque chose dont j'étais au courant. J'ai appelé Slad. Il a éclaté de rire. Ça prenait la poussière dans le garage. Si tu as envie d'être sentimental pour un trépied, fais-toi plaisir. C'était la plus petite des trahisons. La première preuve de son mode de fonctionnement. Slad prenait ce qu'il voulait, et la famille s'adaptait autour de lui, comme l'eau s'écoule autour d'un rocher. Et Loretta regardait faire sans rien dire, car Slad était celui qui, soi-disant, bâtissait quelque chose d'important. Palmer est passé ce soir-là. Nous nous sommes assis sur les marches de derrière, avec 2 verres d'eau, et la boussole posée sur le béton entre nous. Il l'a tenue un moment, sans dire un mot. Puis, il me l'a rendue et a dit, Murray aurait mesuré 2 fois, avant de couper une seule fois. C'était toute la personnalité de ton père, résumée en une seule habitude. Ne perds jamais ça. Palmer est la seule personne, en dehors de mon foyer, à avoir jamais tenu cette boussole. C'est dire à quel point le fait qu'il la touche avait de l'importance. 3 semaines avant le campement d'anniversaire de Finn, Loretta avait organisé un barbecue familial. Slad était là avec Karen, et leurs 2 enfants qui ont passé tout l'après-midi sur des tablettes, sans lever les yeux une seule fois. Il y avait aussi Adley et Finn, ainsi que 6 amis du quartier de Loretta, des gens qui connaissaient notre famille depuis des décennies. Slad buvait depuis midi. À 15 heures, il tenait salon à la table du patio, parlant de Ridgeline Estate, son nouveau lotissement dans la partie et du comté. 12 terrains, des constructions sur mesure, avec des prix allant de 285 000 à 340 000 euros. Il n'arrêtait pas d'appeler cela de la richesse générationnelle, et tapotait la table avec son index pour souligner ses propos. Ensuite, il m'a regardé de l'autre côté de la table, et a dit une chose que je porterai au fond de moi pour le reste de ma vie. Tu sais quel était le problème de papa, Beckett? Il a passé 40 ans à mesurer les terres des autres, et n'en a jamais possédé plus de 1100 pieds carrés. Et maintenant, tu fais exactement la même chose. À faire voler des hélicoptères en plastique. Au-dessus de propriétés que tu ne pourras jamais te payer. Marié à une femme qui conseille les enfants des autres, parce qu'elle n'arrive pas à gérer le sien. À élever un garçon qui pleure, quand son ballon d'anniversaire éclate. Tu es la copie conforme d'un homme. Qui est mort avec un crédit auto sur le dos, et une boussole d'arpenteur dont personne ne voulait. 6 personnes ont entendu cela. Fay Prior, qui habitait à côté de chez Loretta depuis 19 ans, a posé sa fourchette. Elle s'est éclaircie la gorge, et ne l'a plus reprise de tout le repas. Dalgos, qui avait joué au poker avec Murray tous les jeudis pendant 15 ans, a regardé Slad comme s'il le voyait pour la toute première fois. Personne n'a prononcé un mot. Loretta a baissé les yeux vers son assiette. La mâchoire de Adley s'est contractée, mais elle a gardé les yeux fixés sur Finn,
qui arrachait l'herbe de la pelouse, un brin à la fois. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'avais passé 34 ans à apprendre que répondre à Slade devant un public revenait à lui offrir une deuxième occasion de frapper. Il voulait une réaction. Il voulait que je crie, pour pouvoir ensuite secouer la tête, et dire plus tard à Loretta que Beckett avait complètement disjoncté lors du barbecue. J'ai failli me lever et partir. Mais Finn était assis à côté de moi, sa main posée sur mon genou sous la table. Si je partais, il apprendrait que, lorsque quelqu'un dit une chose ignoble sur votre père, il faut disparaître. Alors, je suis resté. J'ai laissé ces phrases flotter dans l'air, comme de la fumée, jusqu'à ce que la conversation passe à autre chose. Et j'en ai mémorisé chaque mot. Après le campement, après le drone, la canne à pêche et la fumée, je n'ai pas pu trouver le sommeil. Adley respirait doucement dans la pièce d'à côté. La lumière de Finn était éteinte. La maison était silencieuse, de cette manière dont les maisons deviennent calmes lorsque les gens, à l'intérieur, font semblant que tout va bien. Je me suis assis à mon bureau, mon ordinateur portable ouvert. Je ne regardais pas de photos de famille, et je n'écrivais pas de courriels remplis de colère. J'épluchais les archives du comté. Le lotissement Ridgeline Estate de Slade avait reçu ses permis, avait été cadastré, et était en pleine construction. Les terrains étaient annoncés comme faisant 2,1 acres chacun, des parcelles haut de gamme, avec des limites vérifiées. Cette expression a attiré mon attention. Limites vérifiées. Mais vérifiées par qui? J'ai extrait le plan cadastral du système de classement numérique du greffier du comté. C'était un document public. N'importe quel géomètre agréé pouvait y avoir accès. Le plan montrait 12 lots, chacun étant mesuré et borné. Le sceau du géomètre se trouvait dans le coin inférieur droit. Un formatage standard, des lignes nettes. Le numéro de licence, juste sous le sceau, était le 047831. C'était le numéro de licence de mon père. Murray Stanton, licence 047831, délivrée en 1982. Expirée au moment de son décès, en mars 2023. Marqué comme décédé dans la base de données du Conseil des licences de l'État. Je connaissais ce numéro par cœur, depuis mes 14 ans. Il figurait sur chaque plan cadastral que mon père avait déposé. Il était imprimé sur les cartes de visite, que Murray gardait attachées par un élastique dans le tiroir de son bureau. Celles qu'il ne distribuait jamais lors des enterrements. Quelqu'un avait enregistré un plan cadastral, pour un lotissement de 3,4 millions d'euros, en utilisant les qualifications professionnelles d'un homme mort. Je suis resté assis sur ma chaise pendant un long moment. La maison était plongée dans l'obscurité. La boussole se trouvait dans ma boîte à gants, dehors, dans mon pick-up. L'écran de l'ordinateur portable était la seule source de lumière dans la pièce. J'ai relu le numéro 3 fois de plus. 047831. Ensuite, j'ai ouvert la base de données publique du Conseil des licences de l'État, et j'ai recherché ce numéro. Statut, décédé. Expiration, 18 mars 2023. Titulaire, Murray David Stanton. J'ai failli refermer l'ordinateur, pour appeler Slade directement. Mais le numéro de licence, affiché sur l'écran, m'a arrêté. Ce numéro n'était pas une dispute familiale. C'était une preuve. Et les preuves ne survivent pas aux confrontations. Elles survivent grâce à la documentation. J'ai pris des captures d'écran. J'ai sauvegardé le plan au format PDF. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon bureau, et je l'ai nommé Ridgeline. Le lendemain matin, j'ai appelé Martin Guthrie. Je lui ai expliqué que j'étais un géomètre topographe aérien agréé, et que j'avais des raisons de croire que le nouveau lotissement, situé à côté de sa propriété, pourrait présenter des problèmes de limite affectant sa lignée. Martin m'a répondu, mon grand-père a posé ses bornes en 1971. Si quelqu'un les a déplacées, je veux le savoir. Il m'a donné une autorisation écrite pour arpenter sa limite, ainsi que la zone de transition adjacente, depuis sa parcelle. J'ai conduit jusqu'à Ridgeline Estate, avant même que l'équipe de construction n'arrive. Il était 6h15 du matin. Il y avait de la brume au sol. De la rosée perlait sur les piquets d'arpentage. 12 lots, taillés dans ce qui était autrefois un champ de foin, que la famille Guthrie possédait depuis 1971. Slade avait acheté la parcelle 18 mois plus tôt, pour 410 000 euros, grâce au financement d'un prêteur en construction. Je me suis installé du côté de la propriété Guthrie,
et j'ai lancé mon drone d'arpentage. Un G-Matrice 350 RTK. Pas un drone de loisir. Pas un cadeau d'anniversaire. Une précision GPS de niveau professionnel, au centimètre près. Capable de faire de la photogrammétrie. Le même équipement que Slad qualifié d'hélicoptère en plastique. 42 minutes de temps de vol. 218 images. 14 points de contrôle au sol, vérifiés par rapport au repère du comté. Chaque passage était calibré avec la station de base RTK. Les données étaient impeccables. J'ai traité ces informations dans l'après-midi, en utilisant mon logiciel de superposition habituel. C'est le même processus que j'emploie pour chaque client du secteur de la construction, qui me paie 60 € pour que je lui indique où se termine sa propriété. Ce processus se fiche de savoir à qui appartient la terre. Il se soucie uniquement de savoir où la terre se trouve. Le plan déposé indiquait que le lot 4 se terminait à une rangée de bornes en fer, placées le long de la frontière. Les données de mon drone montraient que le lot 4 s'étendait de 3 pieds, près d'1 mètre, au-delà de ces bornes, franchissant la ligne de démarcation enregistrée, pour empiéter sur la parcelle adjacente. Cette parcelle voisine appartenait toujours à la famille Guthrie, qui détenait ces terres depuis 1971. Le lot 7 présentait le même problème, avec 2,8 pieds d'empiètement. Le lot 9 débordait sur la servitude de drainage de 2,6 pieds. Le lot 11 était le pire, avec 3,4 pieds de dépassement. 4 maisons, à Ridgeline Estate, étaient en train d'être construites, en partie sur un terrain qui appartenait à quelqu'un d'autre. Et chacune de ces habitations avait obtenu un permis, basé sur un plan cadastral déposé sous le numéro de licence d'un homme décédé, par quelqu'un qui n'était pas cet homme. Si vous avez suivi l'histoire jusque-là, et que vous ressentez le poids de tout cela, cliquez sur s'abonner, et restez à l'écoute dès le coin Reddit. Car ce que j'ai découvert ensuite, a changé absolument tout ce que je croyais savoir sur mon frère. J'ai retracé le dépôt du plan. Il avait été soumis au greffier du comté par un géomètre agréé, nommé Dawson Puy. Puy était un véritable géomètre licencié, actif, assuré, travaillant depuis un bureau situé près du palais de justice du comté. Mais le plan qu'il avait déposé portait le sceau de Murray, ainsi que son numéro de licence, et non le sien. Pourquoi un géomètre agréé, et en exercice, déposerait-il un travail professionnel sous les identifiants décédés d'un autre confrère? La réponse devenait simple, une fois que l'on comprenait l'enjeu financier. Si l'arpentage s'avérait faux, si les limites étaient décalées de 3 pieds, si les empiètements de parcelles déclenchaient des poursuites judiciaires, la responsabilité remonterait à la licence figurant sur le plan. Or, la licence de Murray était rattachée à un homme mort. Un homme incapable de répondre aux questions, incapable de défendre ses méthodes, incapable de s'asseoir face à un avocat, pour exposer immédiatement la fraude. Dawson Puy se protégeait, en utilisant mon père comme bouclier. J'ai extrait les métadonnées de dépôt du comté, pour chaque plan soumis par Puy. L'agent déposant était enregistré sous le nom de Stanton Premier Property. Les factures du projet, jointes aux demandes de permis du comté, désignaient Puy comme un entrepreneur rémunéré. 3 factures, pour 3 projets distincts, toutes facturées à l'entreprise de Slad. Les factures, à elles seules, ne prouvaient pas que Slad était au courant de l'échange de licences. Cependant, elles démontraient qu'il avait embauché Puy, qu'il l'avait payé, et qu'il avait soumis des permis basés sur le travail de Puy. Le reste viendrait plus tard, lorsque Puy se mettrait à parler. Ensuite, j'ai découvert la deuxième couche de cette affaire. J'ai effectué une recherche de titres de propriété, concernant la maison de Loretta. Cette même maison à laquelle Murray avait ajouté des extensions, de ses propres mains, sur une période de 20 ans. La maison où Slad avait prononcé son discours, affirmant que papa était mort sans rien laisser. La maison où Loretta avait laissé tomber les hot dogs. 14 mois plus tôt, Slad avait ouvert une ligne de crédit hypothécaire, adossée à cette maison. 165 000 €. Le nom et la signature de Loretta figuraient sur 2 documents. Elle les avait bel et bien signés. Mais ce que Slad lui avait raconté au sujet de ces signatures, et ce que les papiers impliquaient réellement, étaient 2 choses totalement différentes. J'ai conduit jusqu'à la maison de Loretta, un jeudi soir. La lumière du porche était allumée. La maison sentait le nettoyant au citron, et le pot pourri que Loretta gardait dans un bol près de la porte. Ce même bol que Murray avait tourné sur un tour dans le garage, avant de devenir trop malade pour se tenir debout. Je me suis assis en face d'elle, à la table de la cuisine. Cette même table où Murray avait l'habitude d'étaler ses plans cadastraux, le dimanche matin.
Maman, as-tu signé une demande de crédit hypothécaire il y a 14 mois? Les mains de Loretta se sont posées à plat sur la table. Le même geste que Murray faisait, lorsqu'il évaluait la quantité de vérité qu'une conversation pouvait supporter. Ton frère avait besoin de capitaux pour le lotissement. C'était temporaire. 165 000 euros, ce n'est pas temporaire. C'est un privilège financier sur cette maison. S'il fait défaut, la banque saisit le bien. Tu perds la maison. La maison de papa. Il a dit qu'il le rembourserait d'ici 1 an. As-tu lu les documents avant de les signer? Beckett, c'est ton frère. Il m'a expliqué de quoi il s'agissait. Il t'a expliqué ce qu'il voulait que tu entendes. Il ne t'a pas expliqué que le lotissement, pour lequel il a utilisé cet argent, est construit sur des relevés frauduleux, déposés sous le numéro de licence de papa. Papa est mort depuis 3 ans. Et Slade utilise toujours son nom pour gagner de l'argent. Le visage de Loretta a changé. Ce n'était pas du choc. C'était un sentiment plus ancien, et plus lent que le choc. De la reconnaissance. La reconnaissance d'une femme, qui passe son temps à réarranger les meubles autour du même objet brisé depuis 20 ans, et qui vient juste d'entendre quelqu'un lui donner un nom. Il m'a dit que ses affaires marchaient bien. Il m'a montré les brochures. Les brochures, c'est du marketing. Le plan cadastral, c'est de la fraude. Et ta signature figure sur un prêt hypothécaire qu'il a financé. La voix de Loretta est descendue dans le registre qu'elle utilisait, lorsqu'elle voulait qu'une conversation se termine sans résolution. Cette même voix qu'elle avait prise, lorsque Slade avait vendu le matériel de Murray. Cette même voix qu'elle avait employée lors du barbecue. S'il te plaît, ne cause pas de problème, Beckett. Pas maintenant. Pas avec tout ce qu'il a à gérer en ce moment. Il subit beaucoup de pression. Il a placé une hypothèque sur ta maison, maman. Il a utilisé le nom de papa sur un document que papa n'a jamais touché. Ce n'est pas de la pression. C'est de la fraude. J'ai failli tendre la main par-dessus la table pour prendre la sienne. Mais la boussole, dans ma poche, appuyée contre ma jambe, et son poids m'a rappelé ce que Murray aurait fait. Il aurait mesuré l'ampleur du problème. Il ne l'aurait pas adouci par un geste, destiné à réconforter la personne qui couvrait la fraude. Loretta a regardé la feuille imprimée une dernière fois, puis l'a repoussée sur la table vers moi. Il va arranger ça, Beckett. Il retombe toujours sur ses pieds. Il retombe sur les pieds des autres, maman. Il est retombé sur ceux de papa. Il est retombé sur les tiens. La seule raison pour laquelle il n'est pas retombé sur les miens, c'est parce que j'ai arrêté de lui tendre les mains. Loretta n'a rien répondu à cela. Elle a croisé les bras, et a regardé par la fenêtre de la cuisine. La vue, depuis cette fenêtre, donnait sur le jardin arrière, là où Murray avait construit une terrasse en bois, l'été précédant sa maladie. Slade avait conseillé à Loretta de la démolir, pour y installer un patio. Elle ne l'avait pas encore fait. Je suis parti sans hausser le ton. Je suis resté assis dans mon pick-up, dans l'allée de Loretta, pendant 10 minutes. Je tenais la boussole, en regardant la lumière du Porsche clignoter. Elle vacillait de cette manière, depuis que Murray avait remplacé l'applique 6 ans plus tôt, en utilisant une ampoule légèrement trop petite pour la douille. Personne ne l'avait réparée. Et personne ne le ferait. Les 2 semaines suivantes ont été calmes et précises. Ce genre de calme qui naît du fait de savoir exactement ce que l'on construit, et de n'avoir besoin d'en parler à personne tant que ce n'est pas terminé. Mon avocat a examiné la documentation un lundi matin. Il a lu les dépôts de plans, les registres du conseil des licences, les superpositions de relevés aériens, et les documents du prêt hypothécaire. Lorsqu'il a terminé, il a posé la pile, et a demandé, combien de propriétés au total? Je lui ai répondu 4. Il a pris son stylo, et a commencé à rédiger la plainte. Je vais préparer l'action civile pour l'empiètement sur le terrain des Guthrie, et rédiger le signalement de fraude hypothécaire pour la banque. Le conseil des licences, ainsi que le procureur du comté, recevront un signalement séparé. Votre frère va apprendre que déposer de faux documents sous l'identité d'un homme mort, n'est pas un simple différend familial. J'ai contacté Adélaïde Dunbar, au bureau des archives du comté, le mercredi suivant. Adélaïde était une archiviste principale, avec 22 ans d'expérience au sein du bureau du greffe. Elle était méticuleuse, de cette façon dont le sont les personnes dont le travail consiste à s'assurer que les documents signifient bien ce qu'ils disent.
J'ai étalé la documentation sur son bureau, un dossier après l'autre. Elle a extrait l'historique complet des dépôts, en utilisant le numéro de licence. Elle a ainsi confirmé que 3 autres propriétés, en plus de Ridgeline, comportaient des plans déposés sous l'identité de Murray. 3 lotissements distincts, tous développés par Stanton Premier Property, tous arpentés sur le terrain par Dawson Puy, et tous frappés du sceau d'un homme décédé. Ce n'est pas une erreur administrative, a déclaré Adélaïde, en refermant le dernier dossier. C'est un stratagème récurrent. Ce n'était pas une faute isolée. C'était un modèle commercial. J'ai rappelé Martin Guthrie, et je lui ai montré les données de superposition. Il n'avait aucune idée que 4 maisons étaient en train d'être construites, partiellement sur sa limite. Sa propriété était estimée à 320 000 €, et l'empiètement affectait le périmètre de sécurité de son puits, ainsi qu'une servitude de drainage. Il a appelé son propre avocat dans l'après-midi. L'appel a duré 9 minutes. Palmer Vickers est venu dans mon bureau, qui se trouve être la 2e chambre de ma maison, avec une carte topographique épinglée au mur, et un moniteur posé sur une table pliante. Il s'est assis sur la chaise en métal, près de mon bureau, et a examiné les données de superposition de mon drone pendant 20 minutes, sans prononcer un mot. Ses lunettes de lecture reposaient bas sur son nez. Ses mains étaient parfaitement stables. Ensuite, il a pointé du doigt la divergence de limite sur le lot 7, et a dit, Murray n'aurait jamais approuvé cela. Les emplacements des bornes sont faux sur le plan de la méthodologie, et pas seulement de la mesure. Quiconque a effectué ce travail sur le terrain n'a pas suivi les protocoles de ton père. Ce n'est pas le travail de Murray, qui porterait le nom de Murray. C'est la fraude de quelqu'un d'autre, masquée sous la licence de Murray. C'était la validation professionnelle dont j'avais besoin. Pas celle d'un avocat, mais celle d'un homme qui s'était tenu aux côtés de mon père sur un millier de limites de propriété, et qui connaissait ses méthodes, de la même manière qu'un musicien reconnaît les mains d'un autre musicien. La journée portes ouvertes du Ridgeline Estate de Slade était programmée pour le samedi 26 juillet. 12 parcelles, 3 maisons témoins aménagées avec des meubles de location, une tente de restauration proposant du café et des viennoiseries. Il y avait aussi une banderole indiquant « Stanton Premier Property », en lettres suffisamment grandes pour être lues depuis la route du comté. Slade avait invité des acheteurs potentiels, des investisseurs locaux, ainsi qu'une journaliste du journal hebdomadaire du comté. 34 personnes étaient sur place, lorsque j'ai garé mon pick-up sur le parking en gravier, à 10h05. Des couples se promenaient sur les terrains, des brochures à la main. Un duo d'investisseurs en polo discutait. La journaliste, une femme prénommée Simone, prenait des notes près de l'entrée de la maison témoin. Karen, vêtue d'une robe blanche, distribuait des chemises cartonnées. Slade était au centre de toute cette agitation, pointant du doigt les lignes de toit. Il parlait de mètres carrés, de croissance du capital, et de parcelles premium. Il faisait tout cela avec l'assurance d'un homme à qui l'on n'a jamais demandé de prouver un seul chiffre. Je me suis garé à côté de la tente de restauration. Je portais un plan de superposition roulé sous le bras, et la sacoche de mon ordinateur portable en bandoulière. Palmer était dans son propre camion, stationné près de la route d'accès. Une femme nommée Vera Odom est arrivée à 10h15, dans un véhicule de l'État. C'était une enquêtrice du Conseil des géomètres professionnels de l'État, assignée à l'affaire après qu'Adélaïde a transmis le signalement pour fraude de licence. Elle tenait une chemise cartonnée, ainsi qu'un avis de suspension de chantier. Slade m'a vu marcher vers la maison témoin. Il a souri, de la même manière qu'il sourit lorsqu'il pense être sur le point de gagner quelque chose. Ce sourire qu'il affichait lors du barbecue. Le sourire qu'il avait, lorsqu'il a écrasé le drone. Beck, tu es enfin venu voir à quoi ressemble le succès. Prends donc une brochure. Je ne suis pas venu pour une brochure, Slade. J'ai posé mon ordinateur portable sur le capot du véhicule le plus proche, et j'ai déroulé le plan de superposition sur le coffre de la voiture adjacente. Les bords se recroquevillaient sous la brise. Palmer m'a tendu 2 presse-papiers, sortis tout droit de sa poche. Le lot numéro 4 est construit 3 pieds au-delà de la limite officielle, sur la parcelle des Guthrie. Le lot 7 dépasse de 8 pieds. Le lot 9 empiète sur la servitude de drainage de 6 pieds. Le lot 11 déborde de 4 pieds. 4 maisons de ce chantier sont partiellement bâties sur des terres que ton entreprise ne possède pas. Le sourire de Slade s'est crispé, sa tête s'est inclinée. C'est ridicule. Chaque lot a été arpenté et cadastré.
Le comté les a approuvés. Le comté a approuvé un plan déposé sous la licence 047831. J'ai gardé une voix posée. Cette licence appartient à Murray David Stanton. Notre père. Qui est mort depuis le mois de mars 2023. La journaliste a cessé d'écrire. Un couple, qui se tenait près de la borne du lot 5, s'est retourné. Karen a laissé retomber sa chemise de brochure, le long de son corps. Tu as payé Dawson puis 12 000 € en espèces, répartis en 3 versements, pour déposer des plans cadastraux frauduleux, sous les qualifications d'un homme mort. Puis a commencé à coopérer avec le Conseil des licences il y a 2 jours. Il a fourni les reçus de paiement. Tes courriels lui ordonnant d'utiliser l'ancien numéro de licence de Murray, ainsi que chaque conversation visant à détourner la responsabilité de ses propres diplômes. Tu as utilisé le numéro de licence de papa pour que, si les limites s'avéraient fausses. La piste mène à un géomètre incapable de répondre aux questions. Parce qu'il est enterré au cimetière de Hillcrest, juste à côté de son propre père. Le cou de Slade a rougi, de son col jusqu'à sa mâchoire. Ses mains se sont portées à sa ceinture, puis dans ses poches, avant de retomber le long de ses flancs. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Puis s'est occupé de tout le travail d'arpentage. J'ai engagé un professionnel agréé. Tu as engagé un professionnel agréé, qui a déposé son travail sous l'identité décédée d'un autre professionnel. Et tu le savais, parce que tu l'as payé en liquide. Et tu lui as demandé par écrit d'utiliser l'ancien numéro, parce que ce serait plus propre. Vera Odom s'est avancée depuis l'arrière de la tente de restauration. Elle portait son dossier beige. Elle n'a pas élevé la voix. Monsieur Stanton, notre bureau a confirmé que la licence 047831 a été signalée comme décédée, et a expiré en mars 2023. 3 dépôts de plans distincts, soumis après cette date. Porte ce numéro de licence. Tous les 3 sont associés à des propriétés développées par votre société. Un avis de suspension a été émis pour tous les permis reposant sur ces plans, et le Conseil a ouvert une enquête officielle. Le couple du lot 7 a reculé, s'éloignant de la conversation. La femme s'est tournée vers son mari, et a dit, assez fort pour que 6 personnes l'entendent, nous avons versé un acompte de 14 000 € sur ce terrain il y a 3 semaines. Je veux qu'on nous rende notre chèque, aujourd'hui même. La voix de Slade est montée d'un cran. Ses mains étaient ouvertes, paumes vers le haut, jouant l'innocence pour un public qui était déjà en train de partir. C'est mon frère, qui essaie de saboter mon entreprise, parce que je réussis mieux qu'il ne le fera jamais. C'est de la jalousie. C'est une affaire personnelle. Ce n'est pas personnel, Slade. J'ai tourné l'écran de l'ordinateur portable vers les personnes encore présentes. Les images aériennes montraient les données de mon drone, superposées au plan déposé. Des lignes de démarcation rougeoyaient brillamment, là où elles divergeaient de la construction réelle. C'est ma profession. Je mesure où se trouvent les choses, et où elles ne sont pas censées être. Tu as passé 5 ans à appeler cela des hélicoptères en plastique. L'hélicoptère en plastique est la raison pour laquelle 30 personnes, ici présentes, peuvent voir que 4 de tes maisons reposent sur des terres qui ne t'appartiennent pas. Slade a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il l'a rouverte. Beckett, on peut arranger ça. C'est une affaire de famille. Nous pouvons corriger l'arpentage. Redéposer le plan. C'est juste un ajustement de limite. Ça arrive tout le temps. Ça n'arrive pas tout le temps avec la licence d'un homme mort, Slade. Palmer s'est approché depuis la route d'accès. 70 ans, une chemise en flanelle propre, ses lunettes de lecture dans la poche poitrine. Il s'est tenu à côté d'Adélaïde, et a parlé une seule fois. Distinctement. De la même façon dont Murray avait l'habitude de parler, lorsque quelque chose était suffisamment important pour être dit à voix haute. J'ai travaillé avec Murray Stanton pendant 26 ans. La méthodologie de terrain, appliquée sur ces plans, ne correspond pas au travail de Murray. L'emplacement des bornes, les angles de cheminement, les ratios de fermeture. Ce n'est pas ainsi que Murray arpentait. Ce sont des falsifications. Déposées sous le nom de Murray. Karen a agrippé le bras de Slade. Arrête de parler. Nous devons appeler notre avocat tout de suite. Slade l'a repoussé. Il respirait par la bouche. Sa paupière gauche a tressailli 2 fois. Les veines de ses avant-bras ressortaient sous sa peau. La journaliste, nommée Simone, avait sorti son téléphone.
Elle enregistrait. Tu as qualifié papa d'homme mort sans rien laisser. Ma voix était plate. Pas forte. Pas en colère. Plate, comme une ligne d'arpentage, tracée d'un point à un autre. Tu as vendu son équipement 2 semaines après l'enterrement, et tu as empoché 4 200 € sans prévenir personne. Tu as emprunté 165 000 € sur le dos de la maison de maman, en mettant son nom sur un crédit hypothécaire qu'elle ne comprenait pas. Tout cela pour financer un lotissement construit sur des relevés qu'elle ne sait pas lire, et déposé sous une licence dont elle ignore l'existence. Tu as utilisé le nom de papa, son numéro de licence, et sa réputation professionnelle pour déposer des plans frauduleux sur 4 projets distincts. Tu as bâti toute ton entreprise sur les compétences d'un homme mort. Ensuite, tu t'es assis au barbecue de maman, et tu m'as dit que j'étais sa copie conforme. Comme si c'était une insulte. Tous les visages, dans la foule, nous observaient. L'investisseur en polo a glissé sa brochure dans la poubelle de recyclage, à côté de la machine à café, et s'est dirigé vers sa voiture sans se retourner. Tu as qualifié le cadeau d'anniversaire de mon fils de jouet pour garçon pauvre. Tu as dit que ma femme était incapable de gérer sa propre vie. Tu as traité ma profession d'hélicoptère en plastique. Eh bien, cet hélicoptère vient de prouver à 34 personnes que ton empire dépasse la ligne de 3 pieds. Il a prouvé que chaque document, qui a permis de le bâtir, porte la signature d'un homme mort, que tu as acheté pour 12 000 € en liquide. C'est de la fraude. C'est de la falsification. Voilà ce que cette famille protégeait. Tout en me disant de me taire. La main droite de Slade a cherché l'encadrement de la porte de la maison témoin, mais a attrapé le bord de la table de présentation à la place. La table a basculé. Des brochures ont glissé, et se sont éparpillées en éventail sur l'herbe. Ses genoux n'ont pas flanché, mais ils se sont ramollis. Pendant un instant, il s'est soutenu, une main sur une table pliante, et l'autre appuyée sur le vide. Mon avocat déposera l'action civile dès lundi. Le conseil des licences et le procureur du comté ont déjà reçu le signalement pour fraude. L'avocat des Guthrie va intenter un procès pour empiètement de limite. Dawson puis a fourni chaque email, chaque relevé de paiement. Et chaque instruction que tu lui as donnée sur le numéro de licence à utiliser. Les lèvres de Slade ont bougé. Sa voix est sortie, plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Je te donnerai de l'argent. Quel que soit le prix du drone, quel que soit le prix de la canne, je te fais un chèque tout de suite. Il ne s'agit pas d'un drone, Slade. Alors, qu'est-ce que tu veux? Un pourcentage de participation dans le prochain projet? Dis-moi ce qu'il te faut. Je veux que tu arrêtes d'utiliser le nom de notre père décédé, pour construire des choses qui ne tiennent pas debout. Simone, la journaliste, a changé l'angle de son téléphone. 2 autres couples se sont dirigés vers leur véhicule, sans se retourner. Un homme en veste grise, qui examinait la borne du lot neuf, a sorti son téléphone et a commencé à taper. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton frère. Papa a mesuré des terres toute sa vie. J'ai mesuré les tiennes. 3 pieds au-delà de la frontière. Chaque plan est falsifié. Chaque hypothèque est bâtie sur la licence d'un homme mort. Slade a saisi mon bras. Sa poigne était faible. Il s'est penché vers moi, et son haleine sentait le café, mêlé à quelque chose de rance. Je vais te poursuivre pour cette canne à pêche. 2800 €, pour destruction de biens. Et tu as fait voler ce drone au-dessus de mon chantier sans autorisation. C'est de la violation de propriété. Je vais t'enterrer sous les frais de justice. J'ai fixé sa main sur mon bras, jusqu'à ce qu'il me lâche. Le relevé a été effectué depuis la propriété des Guthrie, avec l'autorisation écrite du propriétaire, et en vertu de ma certification professionnelle par 107 en cours de validité. Chaque image a été capturée depuis un espace aérien autorisé, au-dessus d'un sol autorisé. Et, accessoirement, tu as piétiné le cadeau d'anniversaire de mon fils sous les yeux de sa mère, en le traitant de garçon pauvre. Alors, quand ton avocat appellera le mien pour une histoire de canne à pêche, le mien sera prêt à discuter de 4 chefs d'accusation pour dépôt de relevés frauduleux. Il parlera aussi d'un crédit hypothécaire obtenu par fausse déclaration, et d'une fraude à la licence professionnelle, passible de sanctions pénales. J'ai roulé le plan de superposition, j'ai fermé l'ordinateur portable, et j'ai marché vers mon pick-up. Derrière moi, Vera discutait avec les 2 derniers acheteurs restants,
au sujet de l'avis de suspension du chantier. Palmer gardait les mains dans ses poches. Il observait Slade, de la même façon qu'on regarde quelqu'un qui est déjà tombé, mais qui n'a pas encore compris l'impact que fait le sol. Slade. Je me suis arrêté à la portière de mon camion. Il se tenait toujours près de la table d'exposition. Karen l'attendait dans leur SUV, le moteur allumé. Le parking était à moitié vide. C'était le dernier euro. La dernière faveur. La dernière fois que je répare ce que tu as cassé. Le nom de papa n'est pas ta garantie. La maison de maman n'est pas ta ligne de crédit. L'anniversaire de Finn n'est pas ta scène de théâtre. Ne m'appelle pas. Ne viens pas chez moi. N'envoie pas Loretta. Me demander de te pardonner. C'est terminé entre nous. Il n'a pas répondu. Sa bouche est restée entr'ouverte. Mais les mots s'étaient taris. Si cette histoire résonne en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonnez-vous au Le Coin Reddit, pour ne pas manquer la suite. Les répercussions sont arrivées, dans l'ordre que dicte la gravité, lorsque les fondations n'ont jamais été réelles. Le prêteur en construction de Slade a retiré sa ligne de crédit, le 2 août. Sans financement actif, le projet Ridgeline s'est arrêté. Les équipes de charpente ont abandonné le lot 3, en plein milieu du montage d'un mur. Le sous-traitant en béton a déposé un privilège d'entrepreneur, pour 31 000 € de travaux impayés. Slade avait déjà 62 jours de retard sur le remboursement de son camion. Cependant, le gel du projet a déclenché une clause de défaut croisée dans son financement. 3 jours plus tard, le 5 août, une dépanneuse de saisie s'est garée sur le parking de Ridgeline, à 7 h du matin. Le pick-up à 78 000 € de Slade a été accroché, et chargé en 11 minutes chrono. Les panneaux magnétiques Stanton Premier Property se trouvaient toujours sur les 2 portières, lorsque le véhicule est monté sur la rampe. Le chauffeur de la dépanneuse a laissé ses affiches sur les graviers, juste à côté d'une pile de brochures invendues. La licence de géomètre de Dawson puis a été suspendue, dans l'attente des résultats de l'enquête du Conseil d'État. Sa coopération impliquait qu'il avait fourni les documents relatifs à chaque paiement, et à chaque conversation. Chaque courriel où Slade écrivait, utilise l'ancien numéro. C'est plus propre. Personne ne vérifie. La carrière depuis, en tant que géomètre agréé, était terminée. Sa femme a fait les valises de leurs enfants le 8 août, pour se rendre chez sa propre mère, à 2 comtés de là. Le bureau, situé près du palais de justice, a fermé ses portes. L'enseigne a été démontée avant la fin du mois. Les retombées sociales ont été plus lentes, mais bien plus lourdes que les conséquences financières. Slade avait bâti sa réputation sur la visibilité. Il sponsorisait des équipes de baseball junior, et affichait son nom sur le tableau des scores. Il achetait une table lors du dîner annuel du Rotary Club. Il organisait des fêtes au bord de sa piscine, avec un service de traiteur, et invitait des gens qui n'étaient jamais venus chez lui auparavant. Car la monnaie d'échange de Slade n'était pas l'amitié. C'était l'audience. Le Country Club a placé son adhésion sous examen administratif. Ce qui, dans le jargon de ce genre de club, signifie qu'elle a été révoquée, sans avoir à utiliser le mot. Son nom a été retiré du mur des sponsors de la Chambre de commerce, lors de la réunion du conseil suivante. Personne n'a fait de grand discours à ce sujet. Un agent d'entretien a simplement dévissé la plaque pendant la pause déjeuner, et l'a rangée dans un tiroir. Le journal hebdomadaire du comté a publié un court article sur l'enquête du Conseil des licences. Il mentionnait le nom de Murray. Il mentionnait le numéro de licence. Il citait nommément Ridgeline Estate. 3 personnes m'ont envoyé le lien par message. Aucune d'elles ne faisait partie de ma famille. Karen a supprimé ses comptes Instagram et Facebook au cours de la même semaine. Les photos des brunchs du dimanche, les nouvelles concernant la rénovation de la cuisine. Les publications d'anniversaire de mariage, avec leur légende sur la construction d'une belle vie à 2. Tout a disparu du jour au lendemain. La liste des invités pour la fête de Noël du quartier a cessé d'exister. Cette même liste qui, selon ce que Karen avait dit un jour à Adley, comptait plus de 200 adresses. Elle n'existait plus, car il n'y avait aucune carte de vœux capable d'expliquer ce qui s'était passé, sans l'admettre. La banque a gelé les retraits ultérieurs sur le crédit hypothécaire, adossé à la maison de Loretta, le 8 août. Une fois que le signalement pour fraude a relié les fonds du prêt à des plans cadastraux falsifiés, et à des violations de licences dissimulées, la banque a ouvert une enquête en annulation.
Elle a suspendu toute procédure d'exécution à l'encontre de Loretta, le temps d'examiner comment les fonds avaient été utilisés, et ce que cela lui avait fait croire au moment de la signature. La dette de 165 000 € n'a pas été effacée du jour au lendemain. Mais la banque ne s'en prenait plus à la maison de Loretta. Elle s'en prenait à Slade. Loretta vivait toujours dans la maison de Murray. Elle dormait toujours dans la chambre de Murray. Elle utilisait toujours la table où Murray étalait ses plans, les dimanches matins. Elle ne m'a pas appelé pour me remercier. En fait, elle ne m'a pas appelé du tout. Un mercredi après-midi, à la mi-août, Slade se tenait dans l'encadrement de la porte de la maison témoin de Ridgeline. Je le sais, parce que Palmer est passé devant le chantier en se rendant en ville, et il m'a raconté que les meubles de location avaient été saisis. À l'intérieur, les sols n'étaient plus que des panneaux de particules nues. La banderole était toujours accrochée, mais un œillet s'était arraché, et le coin inférieur traînait dans la poussière. Slade tenait ses clés de voiture dans sa main droite. Or, le véhicule n'était plus dans l'allée. Il n'allait pas à l'intérieur de la maison. Il ne s'éloignait pas non plus. Il restait planté sur le seuil, vêtu d'une veste à 400 €, tenant les clés de quelque chose qui n'existait plus. Et il regardait un parking, où plus personne ne venait se garer. Le 15 août, j'ai acheté un terrain de 3 acres, un peu plus d'1 hectare, lors d'une vente aux enchères fiscales du comté, pour 47 000 €. Payé comptant. 6 années d'économie, de levée topographique le week-end, et de traitement de données le soir. Des années de factures, envoyées à temps, et encaissées sans avoir à se justifier. La parcelle se trouvait sur une pente exposée au sud, à l'extérieur de la ville, bordée par un ruisseau et un bosquet de chênes blancs. Aucune structure, aucune hypothèque, aucun empiètement. Aucun passé frauduleux. Je l'avais arpenté moi-même avant la vente aux enchères. Chaque borne était exactement là où elle devait être. Finn a fait voler le drone cet après-midi-là. Pas celui qui était cassé. Mon drone professionnel, le Matrice 350 RTK, celui que Slade appelait un hélicoptère en plastique. Finn tenait la manette à 2 mains, et regardait la vidéo en direct sur l'écran de la tablette. Le drone s'est élevé à 200 pieds dans les airs, pour contempler la propriété qui nous appartenait. Le ruisseau captait la lumière, et les chênes projetaient de longues ombres. La pente était suffisamment douce pour y construire, et assez raide pour offrir une vue sur la vallée. La boussole en laiton reposait sur un poteau de clôture en cèdre, dans le coin sud-ouest du terrain, baigné par la dernière lumière de l'après-midi. Elle était restée dans ma boîte à gants pendant 3 ans. Dans le tiroir du bureau de Murray pendant 20 ans avant cela. Et dans la poche du manteau de Lester Stanton, pendant 30 ans avant lui. 3 générations d'hommes qui ont gagné leur vie en sachant exactement où se trouvait la limite. Aucun d'entre eux n'est devenu riche. Mais tous ont toujours bien dormi. À 200 pieds d'altitude, les hélices produisaient un bourdonnement régulier. Rien à voir avec le craquement sec de celle que Slade avait brisée dans l'herbe, le jour de l'anniversaire de Finn. Ce bruit avait disparu. Il était remplacé par le son de quelque chose dans les airs, qui nous appartenait. Volant au-dessus d'une terre que nous possédions, cartographiée par une profession que 3 hommes de cette famille avaient choisie. Parce que mesurer les choses correctement, constituait une vie bien suffisante. Le téléphone de Slade tombe directement sur la messagerie vocale, désormais. Personne n'y laisse de message. La lumière du Porsche de Loretta est toujours allumée. Celle avec l'ampoule que Murray avait installée, et qui clignote parce qu'elle est légèrement trop petite pour la douille. Sa porte reste fermée. Je ne frappe pas. La boussole trouve toujours le nord. Les lignes de démarcation tiennent bon. Et les hélices bourdonnent, avec régularité.